C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Report de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat à une date ultérieure. L'Union sacrée saisit l'occasion de ces temps morts pour relancer les discussions autour du ticket à présenter à ces postes définitifs. Ils étaient dans la rue ce vendredi, le militant de la formation politique Alliance pour le changement. Ces manifestants appellent à la libération immédiate et sans condition de l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce vendredi 9 août, le monde célèbre la Journée internationale de peuples autochtones, une commémoration qui vise une mise en valeur de leur culture et patrimoine. Une fois de plus, merci d'être branchés. Vous le savez, l'élection de membres du bureau définitif du Sénat a été reportée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires et logistiques. C'est le ressort de l'annonce du rapporteur du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Yvonne Kazadi, ce vendredi 9 août. Suivez. Encore un report de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat. Cette fois-ci, les raisons évoquées sont d'ordre sécuritaire et logistique, a annoncé le rapporteur du bureau d'âge de cette chambre haute du Parlement, Yvonne Kazadi. Certains évoqueraient même comme raison ces communiqués de l'Union sacrée qui va relancer les discussions pour trouver un consensus autour du ticket à présenter à cette élection. Cet argument a été balayé d'un revers de la main par le rapporteur du Sénat qui a rassuré que le bureau provisoire n'est pas concerné par la désignation du ticket de l'Union sacrée et il organise plutôt les élections conformément aux textes qui les régissent. D'après un communiqué signé par Augustin Kabouya, l'un des membres du Présidium de l'Union sacrée, le président de tous les regroupements de l'Union sacrée de la Nation, représentés au Sénat, sont invités à prendre part à une réunion ce vendredi à 15 h pour la finalisation du ticket Union sacrée au bureau définitif du Sénat. Rappelons que cette plateforme politique qui soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est allée en ordre dispersé à l'élection du bureau définitif du Sénat par manque d'un accord. Pendant ces temps, un nouveau calendrier est attendu. La famille politique du chef de l'État trouvera-t-elle un compromis? L'avenir nous le dira. Alors que la bataille à l'ordre dispersé est consommée pour l'élection de membres du bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée de la Nation est déjà à pied d'œuvre pour relancer les discussions liées au ticket à présenter. Cette dernière profite du temps mort qui s'est imposé suite au report de la plénière consacrée à l'audition de projets des différents candidats. Poursuivons ce journal par cette information. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a effectué une visite de réconfort aux des membres du Parlement après les échauffourées du mardi dernier, jour du dépôt des candidatures pour l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a été reporté à une date ultérieure. Suivez. Après les échauffourées à l'hémicycle du Palais du Peuple, lors du dépôt des candidatures des membres du bureau définitif du Sénat, le patron de la sécurité, Jacquemain Chabani Louko, a quitté son cabinet de travail ce jeudi 8 août 2024 pour s'entretenir avec les présidents des deux chambres du Parlement. D'abord, avec le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kindwelo, Jacquemain Chabani Louko a reçu des explications claires sur ces incidents et a rassuré quant à la tenue de ces élections en toute quiétude et sécurité. Une visite de réconfort pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Chilumbaï, qui garantit sur le plan sécuritaire le bon déroulement et mieux la tenue de ces élections le 10 août prochain. Jacquemain Chabani souligne que les responsabilités seront identifiées et établies par rapport à ces actes de vandalisme. Dès l'hémicycle du Palais du Peuple, Jacquemain Chabani s'est rendu au ministère de la fonction publique où il a échangé avec son collègue, le VPM Jean-Pierre Liaou.
Les deux personnalités ont signé officiellement le cadre organique de l'inspection générale de la territoriale au cours d'une cérémonie organisée à la fonction publique. Ceci permettra un redressement de l'appareil administratif, ce qui veut dire qu'il y aura un agent, un poste et un service afin de permettre aux patrons de la fonction publique d'avoir notamment la maîtrise de la masse salariale. Juste après, les deux autorités ont parcouru l'album de différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la fonction publique avant le VPM Jean-Pierre Liaou. Dans un autre registre, l'on aborde la réunion du comité des conjonctures économiques du 8 août dernier. Le comité a constaté une stabilité des taux d'échange depuis juillet dernier. Par contre, il a déploré la spéculation du franc congolais sur le marché d'échange par certains opérateurs économiques. Suivez. Vous avez certainement noté que sur le marché d'échange, le taux de change n'a pas varié dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire national. De la même manière, la Banque centrale fait les efforts qui sont attendus d'elle pour intervenir sur le marché d'échange chaque fois que cela est nécessaire. Mais nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3 000 francs, alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Plus particulièrement depuis le début du mois de juillet, à la suite des efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement, et plus particulièrement au niveau du ministère des Finances. C'est pourquoi nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides, ou encore les sociétés de télécommunications, qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le Congolais lambda, le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès de bureaux d'échange. C'est la raison pour laquelle, en plus du fait que nous allons continuer les efforts qui ont été entamés au niveau de la Banque centrale et au niveau du Trésor, il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a dénoncé jeudi 8 dernier l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, qui se justifie malgré du fait que le cessez-le-feu décrété par le Rwanda est en vigueur. Les forces négatives du M23 occupent 3 localités dans le territoire des Rutshuru. Le gouvernement congolais reste engagé dans la recherche d'une solution durable visant à restaurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Suivez. Que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Rwanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Aussi, le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu
autour en particulier des villes de Goma, Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga. Le gouvernement congolais a saisi l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi que la Commission africaine de l'aviation civile à ce sujet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se voit dans l'obligation de vous informer, car mieux vaut prévenir des drames qui pourraient subvenir et causer la mort tragique de milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent cette partie de la République démocratique du Congo, suite aux risques et dangers d'éventuels crashs d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. De plus, le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ces actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression rwandaise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne fermement cet énième acte d'agression et en violation de la Convention de l'aviation civile internationale de 1940. Autre chose dans ce journal, le gouvernement de la République via le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux Constant Mutamba compte porter plainte devant la Cour pénale internationale contre le président rwandais Paul Kagame pour crimes de guerre en République démocratique du Congo. Regardez. Mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler. Nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du troisième déferment de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie est du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soient engagées contre M. Paul Kagame. Et sinon, nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis de cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel, ce sanguinaire, M. Paul Kagame. Abordons cette fois-ci les questions liées à la justice. Enfin, le verdict du procès Force du Progrès est connu. 17 prévenus membres structures ont été condamnés notamment à la peine capitale pour plusieurs faits et à 10 ans ou 10 ans de servitude pénale et 48 autres prévenus ont été acquittés. Plus de détails dans ces commentaires. Affaire d'égarpissement et attaque de la résidence de Joseph Kabila, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict dans la nuit de ce jeudi 8 au vendredi 9 août. 6 prévenus, membres de la Force du Progrès, ont été condamnés à mort pour tentative de meurtre. 11 autres, dont l'ancien bâtonnier Laurent Kalengui, à 10 ans, 5 ans et 2 ans de servitude pénale pour association des malfaiteurs et vol qualifié. Et ils doivent payer une amende d'1 million de francs congolais. Ainsi, 48 autres prévenus ont été acquittés pour manque de preuves. France condamne les prévenus Ngandu Wangandu Kennedy alias Atibal, Tumba Kashala Espérant, Chidibi Katako Fortina, Kayembe Muchipai Thomas, Tumba Moussoamba Pichu, Kateris Kongolo Ibrahim, à la peine capitale chacun du chef de l'association des malfaiteurs et de la tentative de meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale chacun du chef de vol qualifié. Notons que le condamné ont 5 jours pour interjeter appel de la décision du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe.
Restons dans ces chapitres consacrés aux questions de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Vous le savez, Corneille Nangaa et 25 autres prévenus, prisons et en fuite ont été condamnés à mort jeudi dernier par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour crime de guerre. La justice a ordonné la confiscation de biens et l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de sa femme et de Jean-Jacques Mamba. Suivez. Verdict tombé, Corneille Nangaa et consorts condamnés à la peine capitale pour crime de guerre et doivent payer à la République démocratique du Congo 1 milliard de dollars américains pour tout préjudice confondu. Ainsi, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ordonné la confiscation des biens de Jean-Jacques Mamba, Corneille Nangaa et sa femme. Également, la destitution du major Willy Ngoma, porte-parole du M23, ainsi que l'interdiction pour tous les prévenus d'exercer des droits civiques, politiques, de vote et d'être nommés pendant 10 ans. Condamne chacun des prévenus nommé par défaut à la peine de mort pour crime de guerre. Prononce en outre la destitution du prévenu major Willy Ngoma. Ordonne l'arrestation immédiate des prévenus, de chacun des prévenus. Ordonne la confiscation des biens du prévenu Jean-Jacques Mamba, consigné dans le procès-verbal de mise sous séquestre, mais les frais au profit de l'État congolais, bien entendu. En présence du ministre d'État en charge de la justice, après cette condamnation, Constant Mutamba a annoncé que la RDC lancera des mandats d'arrêt au niveau international pour les appréhender et obtenir leur extradition au pays afin qu'ils purgent leur peine. Nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cavale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. Il suit de préciser que 3 infractions ont été retenues contre le 26 prévenu. Il s'agit des crimes de guerre, des participations à un mouvement insurrectionnel et des trahisons. D'un dossier à un autre, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Ayega Nagato, a réuni jeudi 8 août dernier le partenaire de son secteur pour discuter autour du choix du thème national de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année. Par la même occasion, une campagne nationale dénommée Topé sa RDC Chance a été annoncée. Regardez. Dans le but d'éveiller les consciences sur les réelles opportunités disponibles au pays, l'attitude a adopté pour en profiter, mais aussi à bannir les discours dénigrant la nation à tous les niveaux. Une campagne nationale dénommée Topé sa RDC Chance a été annoncée lors d'une rencontre entre la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noéla Ayega Nagato et les partenaires de son secteur. Cette matinée a été justement organisée pour pouvoir vous réveiller, vous mettre déjà la puce à l'oreille pour pouvoir vous dire que les activités seront comme telles suite à vous aussi de votre côté de relayer les informations. Donc ce n'est pas que vous avez reçu une vidéo ou quelque chose, vous vous dites ok ça va, je l'ai reçu. Non, il faudrait à votre tour relayer pour que l'on puisse justement atteindre le maximum de jeunes possible, ou en tout cas des personnes que nous voulons le plus atteindre. Donc, il était question aussi de réfléchir sur le choix du thème national de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2024, célébrée le 12 août de chaque année, et de tracer un calendrier d'activités, une initiative saluée par les participants. C'est depuis 2019, c'est pas 2020, si ma mémoire est bonne, qu'on n'a pas organisé une journée pour la jeunesse ici en RDC. On a la chance que la patronne de la jeunesse a réuni tout le monde pour pouvoir discuter, réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous on va faire au lieu de devenir la dictatrice en disant je vous impose ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mais nous a tous assemblés pour qu'on puisse participer.
Signalant que deux rendez-vous phares ont été validés, notamment du 28 au 29 août prochain, une table ronde qui rassemblera les jeunes du pays pour s'expliquer sur comment se rendre utile dans la société. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Malgré la guerre, la province du Nord Kivu doit se développer. Le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami, a lancé jeudi dernier des travaux de construction et modernisation de voiries transfrontières à la petite barrière congolo-rwandaise de la ville de Goma sous financement propre de la province. Suivez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, lance un nouveau chantier de route à la petite barrière congolo-rwandaise de Goma ce 8 août 2024. Plus de 5 km de rues pavées faciliteront les transactions de petits commerçants, surtout ceux à mobilité réduite. Ce sera également des artères qui assurent la fluidité entre la grande et la petite barrière de Goma. Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle, explique cet ouvrage dont les travaux s'étendront sur 9 mois hors intempéries. Les travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister son lancement par son excellence monsieur le gouverneur de province couvrent un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la petite barrière où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres. Les vendeurs du sable, par le biais de la société NET, entendez New Ingénierie Technologie, construisent sous financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Vous le voyez, nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous aviez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de KMB et donc on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. C'est pour montrer notre résilience, pour dire que malgré la guerre, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons faire le développement parce que nous savons que tout début a une fin, la guerre va se terminer et le développement va se poursuivre. Avec les taxes que nous recevons des contributeurs, c'est avec ça que nous sommes en train de faire ces travaux. Un message de résilience et résistance lance le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu. Les experts congolais rwandais en renseignement étaient en discussion jeudi dernier. À Luanda, ils ont eu une mission d'analyser le plan d'harmonisation pour la neutralisation des FDLR et d'élaborer un plan de désengagement des forces en conflit. Suivez. Suite à la deuxième session de la réunion ministérielle tenue le 30 juillet dernier dans la capitale angolaise où un accord d'un cessez-le-feu entrant en vigueur le dimanche 4 août dernier à minuit a été décrété, une dernière réunion des experts congolais et rwandais en renseignement a eu lieu dans l'objectif de discuter de la situation de sécurité et de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'importance de cette rencontre présidée par le ministre des Affaires étrangères de l'Angola était d'analyser le plan d'harmonisation pour la neutralisation de forces démocratiques pour la libération du Rwanda et d'élaborer un plan de désengagement des forces en conflit, mais aussi trouver une solution consensuelle et pacifique aux défis persistants dans la région orientale de la RDC au bénéfice de leur communauté et de la région de Grand Lac en général. Il s'y est de préciser que cette rencontre est marquée par la violation du cessez-le-feu par les rebelles M23 qui ont récemment pris le contrôle de 3 cités du territoire des Rutshuru. Jusqu'au 15 août prochain, ces experts devront soumettre leurs recommandations à la prochaine réunion ministérielle.
Le monde entier célèbre ce vendredi 9 août la journée internationale de peuples autochtones dans l'optique de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par ces populations dans les secteurs du développement, la santé, l'éducation et l'environnement au niveau national. Le thème retenu est la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Jovine Binga nous en dit plus. Le peuple autochtone sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et des traditions ancestrales. Ils possèdent des langues, des systèmes, des connaissances et des croyances uniques qu'ils s'engagent à préserver et à transmettre aux générations suivantes. Bien qu'ils ne représentent que moins de 6% de la population mondiale, ils sont les plus marginalisés de la planète et partagent des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux. C'est dans ces cadres que le 9 août de chaque année est célébrée la Journée internationale de peuples autochtones dans les buts de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population liés au domaine de la santé, l'éducation, l'environnement et du développement. Cette édition est commémorée sous les thèmes « La protection de droits de peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou de contact initial ». Au niveau national, le thème retenu est la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion de droits des peuples autochtones pygmées comme fondement de l'inclusion effective des peuples autochtones pygmées. Par la même occasion, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo a organisé une cérémonie en l'honneur des leaders et représentants des peuples autochtones pygmées à Kinshasa. Actuellement, plus de 150 groupes des peuples autochtones vivent dans l'isolement volontaire et n'ont aucun contact avec le monde extérieur, ce qui les expose aux maladies. Cependant, les langues autochtones sont particulièrement vulnérables car beaucoup d'entre elles ne sont pas enseignées à l'école, soit utilisées dans la sphère publique. En ces jours, reconnaissons leur sagesse, leur résilience et leur contribution à notre monde. Honorons la terre, respectons les traditions, apprenons de leurs liens profonds avec la nature pour construire un avenir durable. Kinshasa était en ébullition ce vendredi 9 août. L'international boxeur congolais Martin Bakole était accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Njili par des milliers de personnes venues des 4 coins de la capitale qui ont effectué des déplacements après avoir enregistré sa plus grande victoire de sa carrière professionnelle face à son adversaire Jared Anderson de nationalité américaine à Los Angeles. Cette victoire lui donne la possibilité de vendre davantage son image sur l'échiquier mondial afin d'affronter des boxeurs de poids lourds de sa catégorie. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de petits colas? Complétez votre connaissance à travers ce que la rédaction vous propose. Originaire de régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le petit cola est une plante dont sa principale partie utilisée est la graine contenue dans les fruits qui peut être séchée et généralement mâchée, infusée dans l'eau, en décoction ou transformée en poudre. Appelé Ngadiadia ou Makasu en République démocratique du Congo, le petit cola est une sorte de noix appréciée par de nombreux consommateurs qui lui attribuent de vertus médicinales et aphrodisiaques d'après une opinion populaire africaine. Le petit cola favorise la circulation sanguine et l'éveil, rafraîchit la laine, soulage les douleurs associées aux menstruations féminines, soutient le système immunitaire. Très riche en caféine, il contribue à améliorer l'endurance lors des rapports sexuels et aurait un effet bénéfique sur la fertilité masculine et sur la production de spermatozoïdes. Bien que ses vertus aphrodisiaques soient vantées,
Aucune étude ne l'a encore démontré car son efficacité est variable. Il n'est pas capable de traiter de maladies graves. S'agissant d'un produit naturel, le petit cola peut sembler inoffensif. Or, cela n'est pas vrai car il présente des effets secondaires et des contre-indications, notamment les insomnies, les palpitations cardiaques, maux de tête et tant d'autres. Son effet stimulant sur les systèmes nerveux central peut mener à l'accoutumance. Par ailleurs, aucun de ces remèdes guérit les morsures du serpent ou scorpion. Malgré tout, il est conseillé de consommer le petit cola avec modération pour prévenir d'autres maladies qui pourraient affecter le rein et la foie. Ne pas dépasser 2 noix par jour. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Report de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat à une date ultérieure. L'Union sacrée saisit l'occasion de ces temps morts pour relancer les discussions autour du ticket à présenter à ces postes définitifs. Ils étaient dans la rue ce vendredi, le militant de la formation politique Alliance pour le changement. Ces manifestants appellent à la libération immédiate et sans condition de l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce vendredi 9 août, le monde célèbre la Journée internationale de peuples autochtones, une commémoration qui vise une mise en valeur de leur culture et patrimoine. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.